Amis téléspectateurs d'Harmonie TV, bonjour, bienvenue dans ce plateau spécial. Vous le savez, l'actualité est actuellement chaude en Afrique. On parle de ces propos du président tunisien qui ont fini par heurter plusieurs Africains. Des intellectuels ont parlé et même des ONG ont levé le ton pour fustiger ces propos qui sont qualifiés de racistes. Nous sommes avec Amadou Tidiane Won. Il a été ambassadeur, il a été ministre au Sénégal, mais également un intellectuel. Il est écrivain, il est également éditeur. Mais c'est quelqu'un qui prend des positions pour l'Afrique, un panafricaniste. Amadou Tidiane Won, bonjour. Bonjour, M. Wad. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci. Alors, on le sait, vous avez écrit un texte sur cette situation en Tunisie et vous avez qualifié les propos du président tunisien justement d'insultants. Quelle analyse faites-vous de ce discours qui a soulevé tant de débats? Je vous remercie pour cette invitation qui nous donne l'opportunité de pousser un cri de colère à l'endroit d'une personnalité de premier rang qui est un chef d'État d'un pays africain, car ne l'oublions pas, la Tunisie est un pays africain, et qui insulte la dignité de tout un continent, puisque l'Afrique est, dans les livres d'histoire et de géographie, connue comme étant le continent noir. Ce sont donc des millions d'individus qui sont agressés dans leur chair par des propos pour le moins irresponsables venant d'un chef d'État qui compte dans sa population des minorités noires, négro-africaines. Méconnaissance de l'histoire, irresponsabilité, positionnement stratégique en vue de son opinion publique nationale pour se faire pardonner ses errements. Les questions sont nombreuses sur la santé mentale du président tunisien et sa capacité à faire preuve de discernement lorsque des défis importants se posent. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette sortie, c'est qu'elle sonne comme un signal. Un signal lancé à l'Afrique, aux Africains qui doivent procéder à une relecture sans complaisance de l'histoire. Et c'est sous ce rapport que j'ai produit un papier en invitant les gens de ma génération, ceux qui sont un peu plus âgés que moi, à véritablement se tenir debout. Parce que les menaces, les insultes et les avanies dont notre race fait l'objet, partout dans le monde, sont inacceptables. Et justement, pour trouver les origines de cette situation, vous avez évoqué, disons, des malentendus historiques que l'on aurait entretenus. C'est dans l'histoire qu'on va aller chercher les causes profondes du sort fait à l'Afrique depuis des siècles. Un sort dont on a du mal à sortir dans la mesure où nous sommes desservis par des dirigeants souvent serviles ou en tout cas suffisamment irresponsables pour ne pas élever la voix dans les forats internationaux où nos pays sont. Nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes membres fondateurs de l'Union africaine, nous sommes membres de plusieurs organisations internationales où la voix de l'Afrique devrait être entendue afin que le scandale qui consiste à confiner une race, des populations sur un continent scandaleusement riche en mettant en place des méthodes et des voies de contournement pour freiner notre système éducatif, exploiter nos ressources minières et naturelles, mettre en péril nos populations qui sont aujourd'hui exposées à l'immigration sauvage pour aller chercher vers d'autres pays le peu de dignité dont chaque homme a besoin pour vivre. Il est temps que nous puissions nous regarder dans les yeux, mettre le doigt sur la plaie et se donner les moyens de la soigner définitivement. Et sous ce rapport, je lance un appel
je saisis l'occasion de votre antenne pour lancer un appel à tous les Africains, à toute la diaspora noire du monde, qu'elles prennent conscience de la nécessité de restaurer un cordon ombilical avec notre continent pour défendre la dignité de l'homme noir. Parce que quelle que soit la situation que vous occupez à travers le monde, on vous regardera comme un homme noir, venant d'un continent incapable de s'organiser, incapable de se développer, incapable de prendre son destin en main. Cette infantilisation de l'Afrique et des Africains a à voir avec le leadership défaillant de la plupart des hommes politiques africains, notamment ceux qui sont au pouvoir, qui empêchent l'expression plurielle d'intelligence, qui empêchent la prise en charge par ceux qui pourraient le faire des défis du continent. Il y a, je pense, un temps pour tout. Et nous sommes arrivés au temps pour changer l'ordre du monde. Et justement, vous avez intitulé votre éditorial « Le temps de changer ». Mais changer quoi? En fait, cette situation remet sur la table les rapports entre hommes noirs et blancs, disons les Arabes et les Noirs d'Afrique. Pourtant, c'est dans un seul continent, mais il y a toujours des problèmes d'incompréhension. Le temps de changer, il commence par changer en soi. La plupart des problématiques qui se posent dépendent d'une part de la perception, d'autre part de l'expression. Perception de celui vers qui le message est envoyé, expression de celui qui envoie le message, et là il y a le malentendu. Le malentendu, il faut le lever en faisant une relecture juste de l'histoire. Quelle grille de lecture maintenant? La relecture juste de l'histoire pour le continent, qualifié de berceau de l'humanité, c'est de se rendre compte que finalement, le berceau de l'humanité, c'est lui qui a produit toutes les races. Je pense que tous les travaux de Cheikh Anta Diop, des égyptologues et beaucoup d'autres personnalités très connues ont fait la démonstration qui recoupe pour beaucoup des thèses coraniques que les races sont nées de la semence noire. Et donc, il faut aujourd'hui, sur ce front scientifique, sur ce front conceptuel, sur ce front anthropologique, ethnologique, que les chercheurs fassent un travail de mémoire et de restauration de la vérité historique. Et justement, quelle doit être la responsabilité des intellectuels à ce niveau? C'est ce que les intellectuels ont la mission, d'abord, de faire preuve d'intelligence, ensuite de faire preuve de courage. De l'intelligence, ils doivent produire du sens pour leur pays, pour leur donner, pour leur montrer la voie. Du courage, c'est d'assumer la différence face à l'ordre blanc du monde, de démonter les théories racistes, d'une part, et d'autre part, de donner à leur population des motifs de fierté, pas en verbiage inutile, mais des motifs de fierté d'une histoire antécoloniale qui a été prestigieuse. Je vous rappelle quand même que l'un des plus riches du monde, Kanka Moussa, quand il allait au pèlerinage à la Mecque, il est parti avec des cadeaux qui ont époustouflé toutes les populations rencontrées sur sa trajectoire, mais bien avant lui. Dans toute l'histoire des prophéties, on rencontre des prophètes noirs. Et il faut que les intellectuels osent lire, écrire et remettre au goût du jour une histoire qui n'est pas écrite dans les livres écrits par les Blancs. Je pense qu'il y a là un problème. On nourrit nos complexes à partir des certitudes acquises à l'école, qui ne sont que des certitudes scolaires, qui ne correspondent peut-être pas à la réalité des faits. Nous avons un travail de mémoire à faire. Pour cela, nos écoles, nos universités doivent revoir leur programme. Parce que dans ces programmes-là, il y a toute une culture de l'abandon de soi, toute une culture de la capitulation qu'il faut revisiter. Et justement, il y a des intellectuels, par exemple, qui vont se réclamer léninistes, d'autres qui vont se réclamer marxistes, alors qu'on a des intellectuels de chez nous qui ont produit du savoir. Tout ça, c'est récent, c'est des idéologies, et une idéologie, ça se fabrique. Il y a des idéologies qui consistent à flatter l'ego d'une population. Nous avons vu le nazisme, qui consistait à valoriser la race aryenne par rapport à toutes les autres. Nous ne devons pas faire du racisme à rebours, mais nous pouvons dire tel montage idéologique est mensonger, parce que les prémices sont fausses, parce que la réalité des choses va à l'encontre
des certitudes que vous voulez nous imposer, et c'est à partir de ces certitudes-là qu'on fabrique un homme. Relire les travaux de Frantz Fanon sera très utile dans la psychologie du colonisé, dans le ravage que la colonisation a fait sur sa propre identité, mais nous devons sur tous les fronts nous battre. Le front intellectuel, le front économique. Nous devons faire de ce continent un continent développé, où il fait bon vivre, où les jeunes n'ont plus envie d'aller nulle part, et où même à l'inverse, c'est les populations des autres pays qui devraient solliciter des visas pour venir. Nous avons un continent béni, un climat agréable. Aujourd'hui, vous allez dans des pays comme le Canada, l'Union soviétique, le thermomètre est à moins 45, et pourtant les gens se lèvent et vont travailler. Vous êtes dans des pays où il fait en moins 18-20 degrés, parfois quand il fait chaud, vous pouvez avoir des activités. Vous pouvez, à mon avis, le défi, il est scientifique, il est culturel, il est économique. Il faut que nous puissions valoriser les ressources de notre continent. On ne peut pas être assis sur des mines d'or, assis sur des gisements de pétrole et de gaz et tendre la main sur l'autoroute. Et vous pointez du doigt surtout, des fois, un terrorisme intellectuel qui serait né d'une part de ce qu'on a hérité des Arabes et d'autre part de ce qu'on a hérité de la France. Exactement. Nous avons été victimes à la fois de l'esclavagisme arabe, nous avons été victimes de la traite transatlantique. Ça, c'est des faits. Ce qu'il y a de pernicieux, c'est que même quand l'esclavage a été aboli, il y a encore aujourd'hui, dans des pays africains connus, des systèmes esclavagistes qui confinent l'homme dans ce qu'il a de meilleur, dans des tâches subalternes. Il y a dans les pays et dans les traditions arabes la tendance à castrer des hommes pour en faire des eunuques qui travaillent dans les harems où il y a une centaine d'épouses et on les rend impuissants pour qu'ils soient inoffensifs. Tout cela existe aujourd'hui encore, pas loin de chez nous. Il y a des générations d'hommes et de femmes qui sont confinés dans des postures infantilisantes parce qu'ils descendraient de supposés esclaves. Il faut revisiter tout ça, mais il faut le revisiter avec lucidité, avec clarté, avec fermeté, et on a besoin pour cela de leadership politique nouveau. On ne peut plus continuer comme ça ne peut plus, ça ne doit plus durer. Et donc l'intégration, on en parle, on dit que c'est pas réussi tout à fait, avec toutes ces situations désolantes qu'on voit. Quelle doit être donc justement la responsabilité des hommes politiques pour arriver à une Afrique meilleure? D'abord, il faut que les hommes politiques soient clairvoyants, donc qu'ils aient une lecture de l'histoire dépassionnée, mais correcte. Quand on ne connaît pas l'histoire de son pays, l'histoire de ce continent et l'histoire du monde, on ne peut pas prétendre diriger un pays. Or, nous avons aujourd'hui à la tête de la plupart des dirigeants des comptables matières, c'est-à-dire des gens qui ne pensent qu'à oui, je crée une route ici, oui, je crée un pont ici, alors qu'ils oublient que c'est l'homme qu'il faut rebâtir. Redonner à l'homme africain, l'homme sénégalais, l'homme mauritanien, lui redonner la force créatrice qui fait qu'il a une conscience historique large, solide, clairvoyante et qui fasse de lui un homme apte à construire des infrastructures, à valoriser des richesses dans son pays. Mais nous ne pouvons pas être tous ce qu'on appelle des cadres. Je dis souvent, un cadre n'a de sens que parce qu'il contient. Un cadre vide n'a aucun sens. Et nous en avons beaucoup en Afrique qui sont dans la vanité de diplômes qu'ils accrochent dans les murs de la maison de leurs parents. Mais ils sont ignorants. Ignorants d'eux-mêmes, ignorants de l'histoire de l'Afrique, ignorants de l'histoire du monde. Et ils ne peuvent pas être face à des interlocuteurs mieux préparés pour négocier, pour refuser ce qui doit l'être, pour imposer ce qui doit l'être. Et je pense que nous sommes à un tournant décisif en ce début de millénaire pour inverser la tendance, redonner à nos jeunes le goût de ce continent, leur montrer que nous avons 60% des terres arables et que il faut cultiver ce que l'on mange. Pourquoi nous allons aller cultiver des tomates en Espagne ou en Italie alors que nous laissons des étendues désertiques chez nous? Il y a l'eau, il y a le soleil, il y a les terres. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? C'est la question que je me pose, c'est la question que je pose aux intellectuels africains. Et nous allons, avec un groupe d'amis, lancer une initiative, l'initiative que j'appelle Initiative de Gorée, Gorée Initiative en anglais,
Parce que Gorée, c'est quand même un point repère pour procéder à des ruptures sémantiques, des ruptures idéologiques, des ruptures de paradigme et un lieu d'affirmation d'une nouvelle volonté de l'homme noir africain de tendre la main à la diaspora africaine disséminée à travers le monde et de restaurer une conscience continentale, un rêve continental qui s'articule sur le rêve de Kwame Nkrumah, qui s'articule sur le rêve de Frantz Fanon, qui s'articule sur tout de Cheikh Anta Diop, qui s'articule sur ceux qui avaient la foi en une unité continentale presque sans frontières, qui peuvent inventer une administration qui nous ressemble et qui nous rassemble et qui peuvent nous décomplexer. Mais j'ai bien envie de savoir, c'est vrai, cet appel, vous l'avez fait avec cette situation en Tunisie. Qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce justement ces propos, en tout cas, du président tunisien? Comme je vous le dis, à chaque situation, il faut un déclic, il faut quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur. Il se trouve que c'est le président tunisien, peut-être même d'ailleurs que la Providence a voulu que ce soit lui qui le fasse. Mais depuis des années, personnellement, je m'affirme comme panafricaniste parce que j'ai considéré que j'ai une identité commune avec des gens. Nous n'avons pas les mêmes idéologies, nous n'avons peut-être pas les mêmes idées, nous n'avons peut-être pas les mêmes intérêts, mais dans tout aéroport du monde, notre couleur est visible. Vous avez beau avoir un passeport diplomatique, j'ai fait l'expérience, j'étais ministre, vous arrivez dans un aéroport, on vous regarde comme un étranger avec hostilité. Vous avez beau être un milliardaire, il y a des milieux fermés dans lesquels vous n'aurez pas accès par délit de faciès. Et c'est ça qui est inadmissible. Pour faire un parallèle, regardez le petit État d'Israël. Ils sont arrivés à incruster dans la conscience du monde que toute personne qui dit du mal d'un juif peut être attraite devant des tribunaux. Vous dites un seul mot déplacé sur Israël, vous êtes passible de toutes les procédures. Et pourquoi nous, en tant qu'Africains, à part le slogan « l'apartheid est un crime contre l'humanité », mais ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui s'est passé au Zimbabwe, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains, où des gens habitant sur place ont été dominés sur place, humiliés sur place, et on ne fait absolument rien au niveau de nos organisations pour inverser la tendance. Et quand il y a un ou deux leaders de ces pays-là qui tapent sur la table, nous nous rangeons, nous, derrière les Occidentaux, pour dire que ce monsieur-là, oui, c'est un barbare. Regardez Mugabe. Robert Mugabe, qu'est-ce qu'il a fait? On a pris des terres aux Africains pendant des siècles. Il prend l'indépendance. Il décide de retirer les terres aux fermiers blancs pour les affecter à des Noirs. Et quel est le tollé? Et nous, dans nos petits salons, on ergotait sur Mugabe. Voilà, c'est des choses comme ça, sans préjudice de ce qu'il fut par ailleurs. Mais enfin, on ergote comme ça, sur des détails, alors que la réalité du mal, on ne touche pas du doigt. Depuis que l'Afrique du Sud est indépendante sous le leadership de Nelson Mandela, qui a donné une leçon au monde, un noir, qui a donné une leçon au monde de patience, 27 ans de prison, de résilience, 5 ans de pouvoir et la retraite, et qui a laissé à son peuple un message. Son peuple, quand je dis son peuple, c'est le peuple sud-africain, c'est le peuple africain, c'est le peuple noir du monde entier. Nous avons quand même montré que notre race a des aptitudes, a des compétences, a des valeurs, et il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de nous insulter. Il faut qu'on arrête de nous déconsidérer. Mais ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça commence par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons changer. C'est nous-mêmes qui devons déchausser les lunettes que l'Occident nous a imposées, sa culture, ses mimiques, sa manière d'être. Là, tey maa ngi làkk tubaab. Mais parce que souvent làkkul tubaab ki nekk Congo du ma dégg. Ki nekk Zaïre du ma dégg. Donc làkk boobu sax ñu indiloon aujourd'hui il faut qu'on en fasse une force. Et justement, à ce niveau, vous prônez parfois également qu'on apprenne nos langues. Mais nos langues, c'est nos identités. Une langue, c'est un moyen de transport d'une idée. D'accord? Mais c'est aussi un lieu de captage d'une tradition, d'une culture. C'est un lieu d'insémination de la personnalité d'un enfant. Moi, quand je parle, je suis à la fois francophone pour transmettre mes idées, mais dans mon identité profonde, je suis Halpulaar. Je suis né en pays Wolof et je suis Hal Wolof aussi. Et donc, je peux exprimer mes idées à la fois en Pulaar et en Wolof. Et quand parfois,
je dois conceptualiser un certain nombre de choses, je les conçois dans ma tête, d'abord dans ma langue maternelle. Et j'explique souvent à des gens, je leur dis, mais une langue ne doit que vous expliquer la réalité. Pourquoi doit-on prendre un enfant au CI qui parlait avec sa maman le Wolof ou le Pulaar ou le Bambara, le traumatiser pendant tout le cycle primaire pour imposer dans sa tête une manière de penser et de voir les choses dans une langue étrangère. Et vous avez été ministre de la Culture, justement. Est-ce qu'on peut savoir, en fait, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de la part peut-être des ministères de la Culture à ce niveau de l'appropriation? Écoutez, le plus grand défi que nous avons, c'est d'abord de refonder nos républiques. Parce que refondation totale de nos institutions. C'est-à-dire il faut qu'on parle. Il faut qu'on arrête de dire, ok, si M. Won Amadou Tidiane parle de cette manière, c'est qu'il serait contre Macky Sall ou contre un autre. Arrêtons d'être contre les uns des autres et essayons un peu, disons les choses. Disons les choses. Arrêtons chacun avec ses petits intérêts. Oui, je deviens président, je vais être président 5 ans. Voilà, j'ai 100 voitures qui me suivent. J'ai un budget de fonds politiques. Je place mes amis, je casse mes copains. Et puis, je fais 5 ans et je m'en vais. Et je n'ai pas changé l'histoire du Sénégal. Je n'ai pas changé l'histoire de ce continent. Notre président a été président de l'Union africaine. Retombé, 0. Pour ce qui me concerne. Je considère qu'il a fait son mandat, mais qu'est-ce qui a changé de manière fondamentale? Nous en sommes encore à quémander un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Ça, c'est des problèmes. Et ça, c'est des choses qu'il faut juste taper sur la table et dire, mais si vous ne nous prenez pas au sérieux, on sort de votre organisation. Et pourquoi? Les États africains devraient continuer à être des caisses de résonance de la volonté de l'ancienne puissance. Pourtant, il y a le poids de la diplomatie peut-être. Le poids, oui, mais un poids, il peut être lourd ou léger. Le fait il faut aussi regarder ça de près. Il peut être lourd ou léger. Nous avons un poids trop léger dans les relations internationales parce que nous traînons ce boulet de mépris culturel, de mépris économique, d'exploitation de nos ressources et d'absence de leadership de nos dirigeants. Et à ce niveau, moi j'ai également envie de vous demander, en tant qu'intellectuel, vous avez traversé peut-être beaucoup de situations en Afrique, dans le monde. Aujourd'hui, si vous jetez un regard rétro, en tout cas disons un regard sur le passé, quel lien faites-vous de notre relation actuellement avec l'histoire? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelque chose se passe, on essaie de trouver le lien avec ce qui s'est passé. Que faut-il faire donc pour se départir de ces chaînes historiques qui nous retiennent actuellement? Mais ce qu'il faut faire, c'est juste décider collectivement que le sens dans lequel nous allons n'est pas le bon et de faire demi-tour. Et ça, c'est une volonté politique. C'est les politiques qui doivent apporter des solutions et des solutions qui seraient alimentées par les intellectuels, par la société civile, par toutes les composants de la société, mais c'est les politiques qui disent voilà le chemin. Parce que c'est dans l'ordonnancement des valeurs de notre société, c'est aux acteurs de la politique de dire voilà vers quoi on va. Ici, nous sommes sous le coup en ce moment du plan Sénégal émergent, mais jusqu'ici, pour ce qui me concerne, je pense qu'on a moins besoin de plan que d'une vision. Une vision nouvelle. Et cette vision nouvelle, elle doit être inculquée de l'école primaire à l'université. Il y a aujourd'hui des filières de formation qui sont devenues anachroniques, pour ne pas dire obsolètes. Dans quel monde vivons-nous? Quelles opportunités pouvons-nous tirer des nouvelles technologies de l'information pour sauter? Aujourd'hui, faire 7 ans à un enfant à l'école primaire, c'est du gâchis. Parce que pendant que vous lui faites faire 7 ans, il s'est familiarisé avec le téléphone intelligent de son père, il va sur Google, il va chercher des informations dont parfois l'instituteur qui n'a pas de téléphone intelligent ne peut pas avoir accès. Donc je pense qu'il faut changer tout ça. Nous devons, sur ce plan-là, assurer la souveraineté numérique de notre continent. Pensez-vous qu'il soit admissible que le continent entier, la plupart des serveurs les plus puissants soient aux États-Unis ou ailleurs? Et voilà des questions sur lesquelles il faut... Et ça, c'est aussi une question de dépendance économique. On le sait, la plupart de nos États, économiquement, dépendent de ces bailleurs-là, que ce soit la Banque mondiale. Comment pensez-vous qu'il soit admissible que nous soyons un continent qui a des ressources minières, gazières,
hydroélectrique et tout ça, et que nous en soyons encore dépendants. Prenons en charge nos ressources. Et ça, c'est l'indépendance politique qui le donne. Cette indépendance politique, depuis 60 ans, on fait des célébrations, on fait des défilés, mais c'est comme des manifestations d'opérette. Arrêtons ça, parlons sérieusement de nous à nous, changeons dans nos têtes, changeons dans nos cœurs et décidons d'être des adultes qui n'ont pas besoin d'être maternés par la France, par les États-Unis, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international. Et justement, on a évoqué les cas de, en tout cas, indépendance économique, culturelle, politique. Après, moi, j'ai envie de me demander de quel genre d'intellectuel, de quel genre, en tout cas, d'homme, quel genre d'homme est-ce que nos universités, par exemple, nos sociétés doivent produire pour répondre justement à ce besoin de sauver l'Afrique? Mais c'est toute la problématique de la politique d'éducation dont nous parlions tout à l'heure. Il faut une politique, mais c'est toujours, vous savez, la vie humaine, c'est ça. C'est toujours aux aînés d'enseigner aux plus jeunes. À un moment donné, si on voit que le système coince, il faut que les aînés se remettent en question pour dire qu'est-ce qu'on a mal fait. Et moi, je suis à l'âge où je me dis qu'est-ce qu'on a mal fait. Ça fait 60 ans que nous sommes indépendants, nous tournons en rond. Qu'est-ce qu'on a mal fait ou pas fait du tout? Et c'est cette réflexion-là qu'on va essayer d'alimenter, qu'on va essayer d'irriguer. Beaucoup de gens en parlent, mais jusqu'ici, on parle en ordre dispersé. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on fasse converger nos efforts et que l'on arrête d'avoir des égos surdimensionnés. Que chacun veuille être le président de ci, le président de ça. Retrouvons-nous d'abord. Et comme je le dis, même dans une mosquée, quand vous rentrez, on dit aux gens, défarrer de sa pays. Sa pays, nous sommes arrêtons de vouloir être tous présidents de quelque chose. Aujourd'hui, je vous assure, vous allez dans la rue, n'importe quel individu que vous voyez avec un gros cartable, il vous donne sa carte de visite, vous verrez président et directeur général. Il ne pourra pas vous dire directeur général de quoi. Il n'est rien du tout. Ce sont ces choses-là. Le paraître. Le paraître et le paraître inutile. Je veux dire, vous ne trompez que vous-même. Vous dites président de CICC, mais vous le savez vous-même que vous êtes président que de vous-même à la limite. Donc il faut qu'on arrête de se la jouer, que l'on se parle. Aujourd'hui, on a 300 partis politiques par exemple au Sénégal. On a des multitudes d'organisations de la société civile, mais toutes ces organisations travaillent pour le culte d'un homme, d'une personne. Moi je dis à toutes ces personnes-là, calmos. Retrouvons-nous autour de l'essentiel. Et d'abord, définissons l'essentiel, c'est quoi? Et donc, avant de finir avec l'essentiel, on est bientôt au terme de cette émission, mais j'ai envie de vous rappeler un extrait d'un discours que vous aviez fait au début des années 2000, en hommage au naufrage du Diola. Peut-être élargir cette réflexion sur l'Afrique. Vous disiez justement traquer la médiocrité, dénoncer le laxisme, mais surtout sanctionner de manière exemplaire les corrompus et les corrupteurs, les malhonnêtes et les dangereux, restaurer le mérite et le sens du devoir, réhabiliter les valeurs éthiques et morales fortement ébranlées par le culte du paraître dans une société en perpétuelle représentation. Vous disiez que tels sont les axes d'une refondation de la société sénégalaise. Mais élargir ces réflexions en Afrique. Élargissons ça là en Afrique. Commencez. Déjà, le Sénégal a une belle position, à mon avis, de locomotive et de leadership pour donner un peu le ton de la nouvelle libération de ce continent qui n'aura pas besoin d'être violente, qui a surtout besoin de faire appel à ce qui nous sommes, que voulons-nous et comment voulons-nous y arriver. Aujourd'hui, les outils à nos dispositions font qu'une idée. Moi, je fais une publication, c'est toujours un ami qui est en Australie qui réagit le premier. Donc, nous ne sommes plus confinés dans des pays où il y avait un journal, il y avait la radio, vous n'avez pas connu ça, mais il y avait Radio Sénégal. Ce que Radio Sénégal dit, c'est ça la vérité. Ce que le quotidien national Le Soleil, qui était Dakar Matin avant, dit, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, chacun dispose des outils pour nier une information, transmettre une information, rétablir éventuellement la vérité pour la faire savoir au plus grand nombre. Donc nous avons aujourd'hui les outils de partage, de
des informations, de mutualisation des moyens pour changer en 20 ans la face de ce continent. Et moi, aujourd'hui, c'est l'horizon que je me donne. Je me dis, nous sommes dans la dernière ligne droite pour repartir, parce que ceux qui nous ont précédés sont partis et les autres partiront. Les générations se succèdent les unes après les autres. Pour ce qui est de notre génération, et rappelant la célèbre phrase de Fanon, chaque génération doit, à travers une relative opacité, trouver le sens de sa mission, la remplir pour la trahir. Et je dis aux gens de ma génération, sortons de nos zones de confort, fragiles, factices, sortons de ces mimiques qui font que avoir sa petite maison, avoir sa petite auto, comme disait la chanson de Jacques Brel, ces gens-là qui voudraient avoir l'air, mais qui n'ont pas l'air du tout. Il ne faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Relevons la tête. Relevons la tête. Relevons la tête. Travaillons pour que nos petits-enfants vivent sur un continent débarrassé de toutes ces chaînes, où il fait bon vivre, où la qualité de vie se mesure à l'épanouissement des enfants, à la santé des vieillards, à l'activité des gens dans l'économie. Nous avons un continent où tout est à construire. Des hôpitaux, des routes, des aéroports, des ports. Comment pouvons-nous être au chômage dans un pays comme ça en ayant des populations jeunes, scandaleusement jeunes, moins d'âge 35 ans? Comment pouvons-nous être à la merci d'un certain nombre d'organisations et d'oligarchies financières où des non-agénaires conduisent la destinée du monde? Moi, je dis non pour ce qu'il me reste. Et je vais rassembler ceux que je peux, avec votre ceux appel, qui veulent. justement. Et cet appel, nous sommes en train de le structurer. Nous allons lancer des activités avec beaucoup de monde pour dire à l'Afrique, demain l'Afrique, c'est tout de suite qu'on s'y met. Demain, l'Afrique, c'est tout de suite qu'on s'y met. C'était avec Amadou Tidiane Wane, un aîné qu'il faut surtout écouter par cette génération d'Africains qui veulent d'une Afrique en tout cas unie, prospère et qui trouve sa place dans un monde de plus en plus injuste. C'était un plaisir de vous présenter cet entretien sur Amani TV et on vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne de l'Afrique. Thank you.